Je suis donc très heureux de vous accueillir ici à l'Auditorium du Louvre dans le cadre de l'exposition Mythe fondateur de la Petite Galerie du Louvre, placée sous votre responsabilité, Dominique. Et je vous propose donc cette 4e conférence consacrée au monstre. Le monstre qui accompagne l'humanité depuis la nuit des temps et qui accompagne parfois nos cauchemars dès la petite enfance, de l'épopée de Gilgamesh au cinéma hollywoodien, en passant par la mythologie gréco-romaine ou l'imaginaire médiéval, sans oublier bien sûr l'époque moderne, le temps des Lumières ou encore le fécond 19e siècle. Les créatures monstrueuses restent plus que jamais une source inépuisable de mythes et de récits, une source inépuisable sur la signification et la fonction des monstres au cours de l'histoire de l'humanité. Alors je vous propose d'accueillir plusieurs invités qui entretiennent des liens intimes avec les monstres. Bonsoir Blandine Lecallet. Bonsoir. Romancière à succès avec une pièce montée, La balade de l'île Laka, co-auteur de la BD Médée avec Nancy Peña. Vous avez également traduit le Médée de Sénèque. Vous êtes par ailleurs normalienne, maître de conférences en civilisation et littérature latine à l'université Paris-Est-Créteil. Votre thèse de doctorat était consacrée à Rome et ses monstres. Bonsoir Martial Guédron. Bonsoir. Historien de l'art, professeur à l'université de Strasbourg. Vous avez notamment dirigé Monstres, merveilles et créatures fantastiques chez Azan, qui m'a donné bien des cauchemars. Et vous avez co-dirigé l'exposition Beauté monstre à Nancy. Bonsoir Pierre-Yves Le Pogam, le régional de l'étape. Vous êtes historien et historien de l'art, médiéviste. Vous êtes conservateur en chef au département des sculptures du musée du Louvre. Bonsoir Guillemette Odissino. Bonsoir Ali. Journaliste et critique cinéma à l'hebdomadaire Télérama. Vous êtes également chroniqueuse dans Pop Fiction, l'émission que j'ai le plaisir de présenter sur France Inter. Une émission remarquable. Et tout à l'heure, à 20h30, vous nous présenterez Édouard aux mains d'argent de Tim Burton avec Johnny Depp. Alors, Martial Guédron, première et vaste question qu'il faudrait des semaines à épuiser. Qu'est-ce qu'un monstre ? Je dirais que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la rupture des habitudes, mais d'une rupture tellement énorme qu'elle peut faire scandale, et en même temps c'est quelque chose qui parfois confirme l'ordre, parce que l'ordre n'existe pas sans l'exception à la règle. Et puis comme nous sommes dans un auditorium et que nous sommes dans l'auditorium d'un grand musée, je retiendrai aussi la définition d'Alfred Jarry qui parle du monstre comme d'un accord inaccoutumé entre des éléments dissonants. Et vous avez à plusieurs reprises employé le mot source. Jarry parle du monstre comme source d'inépuisable beauté. Donc le monstre est aussi pourvoyeur de forme, et on aura l'occasion de le voir abondamment. Le premier vecteur de la monstruosité, c'est l'hybridation et le hors-norme. Je pense bien sûr aux centaures, aux satyres, aux griffons, aux sirènes, aux harpies. Sur l'hybridation comme vecteur de monstruosité, je pense que ma voisine aura beaucoup à dire sur les monstres de l'Antiquité. C'est un des vecteurs. L'autre vecteur, ça peut être le gigantisme ou l'inversion aussi. Dans le diabolique, c'est le fait que la tête remplace, que le haut remplace le bas, l'inversion carnavalesque. On pourra aussi voir des monstres qui font rire. Alors Martial Guédron, nous reviendrons tout à l'heure avec vous sur les monstres velus, qui sont d'ailleurs assez effrayants dans votre ouvrage. Pierre-Yves Le Pogam, quelle est votre définition du monstre ? C'est un peu la même, hein, mais j'insisterai sur l'aspect de... Il y a un mot qui a été prononcé qui est très beau, c'est le mot dissonance, qui a rapport avec la musique. La dissonance, c'est le contraire en principe de l'harmonie. Et dans le monde médiéval, comme dans bien d'autres mondes, la remise en cause de l'harmonie qui est voulue par Dieu est ressentie comme une sorte d'atteinte à l'ordre. Donc le monstre, c'est avant tout le désordre. Mais en même temps, dans monstre, c'est évident, il y a montré, il y a quelque chose qu'on voit, quelque chose qui est en avant-plan. Et c'est aussi ça qui me semble très important, le fait que le monstre a quelque chose à montrer, à nous dire, et qu'il est donc aussi un signe. Et dans le monde médiéval, mais c'est vrai aussi à bien d'autres époques, tout fait signe, mais quand même, quand ce qui fait signe est monstrueux, ça marque quand même beaucoup plus les esprits. Blandine Lecallet, le monstre, c'est l'anormal que nous jugeons insupportable. Je crois que pour vous, rien ne renseigne mieux sur l'état d'une société que la façon dont elle définit et traite ces monstres.
Oui, oui, le monstre, la notion de monstruosité, elle est vraiment structurée par ces deux notions, rupture avec la norme et regard qu'on porte sur la normale en le jugeant insupportable. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans cette notion, c'est qu'elle est à la fois structurée et très plastique, puisque la norme se définit de façon très différente d'une époque à l'autre, voire d'un individu à l'autre, et que l'anomalie, le degré à partir de laquelle on va la juger insupportable, ça aussi, ça va beaucoup évoluer d'une époque sur une autre. C'est pour ça que étudier les monstres d'une époque, c'est vraiment apprendre à connaître cette époque. Martial Guédron, Blandine Lecalé le disait, ce qui frappe avec le monstre, c'est sa plasticité, son aspect protéiforme. Oui, je suis frappé du fait qu'il y a peut-être plus d'invention du côté des formes monstrueuses et hybrides. De toute façon, la notion même d'hybridation, c'est le croisement des formes, la rencontre des formes. Alors ça peut être la rencontre d'une partie animale avec une partie humaine, comme en compte quantité de monstres dans l'Antiquité, mais ça peut aussi être les croisements entre des formes venues de traditions différentes, c'est-à-dire des croisements de formes qui viennent d'Orient par les motifs décoratifs, les tapisseries, les tapis, l'orfèvrerie, avec des traditions occidentale. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que l'hybridation, d'une certaine manière, est un des grands vecteurs du monstrueux dans l'imaginaire et dans leur représentation plastique. Et ce qui caractérise bien des monstres, c'est leur aspect excessif, démesuré. Le monstre apparaît bien souvent comme une anomalie par rapport à l'ordre du monde. Le gigantisme est une des formes du monstre, mais il peut y avoir des monstres dans l'infiniment petit. On parlera du problème du nanisme par la suite, et puis du microscopique par la suite. Mais disons que quand on s'y attend, la notion à laquelle on associe le plus volontiers le monstre, quand on dit c'est monstrueux, on dit aussi c'est énorme. Donc ce sont des expressions du langage courant qui ont tendance à associer la démesure à la monstruosité. King Kong, c'est un gorille immense. Godzilla, bon voilà. Et, alors les causes, on les évoquera par la suite. Mais la monstruosité passe effectivement par le gigantisme, mais je dirais pas uniquement. Pierre-Yves Le Pogam. Les causes de la monstruosité, elles sont une rupture de l'ordre tout simplement, et elles sont aussi un mélange. Le Moyen-Âge, mais d'autres époques aussi, ils voient le monstrueux comme le moment où les frontières se brouillent. C'est-à-dire le moment où, par exemple, ce qui est voulu comme un ordre, la différence entre l'homme et l'animal, mais aussi la différence entre l'homme et la femme, quand on commence à s'en mêler, là ça devient un peu... ou également entre l'animal et le végétal, ou le végétal et l'homme. Ça c'est beaucoup plus rare, mais ça existe également. Donc c'est quand les frontières se brouillent que le monstrueux apparaît. Guillemette Odissino. Et que le fantasme apparaît. Enfin, moi, évidemment, je parle du côté de ma chapelle, du cinéma, mais c'est vrai. Mais de toute façon, c'est drôle les adjectifs que vous avez employés, que ce soit le côté spectaculaire, c'est quelque chose qui se montre, ou la plastique, donc l'envers de la beauté, mais à tel point c'est l'envers que ça en devient quasiment le synonyme. Et puis, et surtout ça, le fantasme, c'est-à-dire que le monstre est ce qu'on craint d'être, ce qu'on peut souhaiter d'être de temps en temps. Et ça, le cinéma s'en sert et s'en repaît avec gourmandise. Martial Guédron, question très difficile. Existe-t-il des civilisations sans monstres ? Pas à ma connaissance. Maintenant, on pourra me contredire. Je ne suis pas civilisationniste et je ne connais pas toutes les civilisations, mais je répondrai rapidement qu'une civilisation sans monstres serait pour moi une civilisation monstrueuse, parce qu'elle aurait évacué tout ce qui relève de l'écart, tout ce qui relève de l'exception, tout ce qui relève du fantastique aussi. Et donc pour moi, elle serait complètement insipide. Alors, le monstre ne laisse pas indifférent, il nous fascine, il nous ravit, il nous effraie. L'homme a toujours voulu interpréter la présence des créatures monstrueuses, réelles ou imaginaires. Déjà Aristote aborde la question à sa façon, pratique et empirique. Vous, autour de la table, qu'est-ce qui vous fascine, vous ravit, vous effraie à propos des monstres Blandine Lecalé. C'est l'infini des possibilités, je pense. Parce qu'à partir du moment où il y a ce niveau de rupture, tout devient possible, pour parodier une. Et donc, voilà, on rentre dans l'univers monstrueux et tous les mélanges sont envisageables. Et donc, c'est hyper stimulant, voilà. On parlait de fantasme tout à l'heure, il y a ce côté aussi jouissif de fantasmer sur des choses qui n'existent pas. Martial Guédron. Mais c'est dans la mesure où le monstre nous renvoie quelque chose de nous-mêmes, de notre propre regard. C'est quelque chose qui est au centre du film Freaks aussi. On en parlera par la suite. Mais le monstre nous tend un miroir
de ce qui serait notre normalité ou notre anormalité, et il sert de révélateur. Il y a une tradition qui consiste aussi, depuis l'Antiquité, à prévoir l'avenir. C'est la tératomancie, on a appelé ça la tératomancie par la suite, c'est lire l'avenir ou lire l'état du monde à travers l'interprétation ou la lecture des formes monstrueuses. Pierre-Yves Le Pogam. Ce qui me plaît dans le monstrueux, si j'y réfléchis, c'est peut-être son côté anti-français. Je vais dire quelque chose de bête, Ah mais, bon parce qu'en France, on a cette idée que nous sommes au centre du monde, que nous sommes des êtres rationnels, que Descartes a raison, que voilà. Et brusquement, dans cet univers rationnel, cartésien, parfaitement pensé, parfaitement équilibré, où tout a sa place, tout est justifié, eh bien le monstre est là pour nous rappeler que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et je n'ai rien contre Descartes, mais voilà, je pense que cette idée de la monstruosité pour nous remettre en cause, c'est quelque chose qui me plaît. Guillemette Odissino. C'est la poésie aussi, en fait. Parce que souvent, la poésie, quand même, naît de l'excès. Cette manière de dire qu'il n'y a pas de normes, qu'il n'y a plus de normes, qu'il n'y a pas forcément de morale. Donc il y a vraiment une réflexion constante sur la notion de la beauté, mais aussi la notion du désir, la notion du mal, de la fascination pour le mal. Donc oui, c'est ça, c'est la poétique de l'horreur. Alors, oui, Blandine Le Non, Calais. mais c'est vrai que vous parliez du monstre anti-français. C'est vrai que le classicisme du XVIIe a essayé de tuer, de refouler le monstre qui s'était tellement épanoui dans la période médiévale et à la Renaissance. Et par exemple, dans les tableaux classiques, les cyclopes sont représentés sans leur œil, parce qu'on ne peut pas représenter le monstre. On va voir une représentation du monstre Argus qui avait 100 yeux sur le corps. Il est normal. Donc on refoule le monstre. C'est pas classique, c'est pas français. Marcel Guédron, question un peu difficile. À travers les âges, est-il possible de dégager une fonction principale du monstre ? Fonction principale, je ne dirais pas. Il y a plusieurs fonctions du monstre. Il y a des fonctions bénéfiques et des fonctions maléfiques. Il y a des fonctions... le monstre sert à glorifier, par exemple dans l'emblématique, dans les blasons. Et puis, il sert aussi à diffamer quand on associe des personnages que l'on déteste à des monstres à travers l'image satirique, à travers la caricature. Il y a des fonctions apotropaïques, c'est-à-dire repousser les mauvais esprits, repousser les envahisseurs. Il y a des fonctions curatives, on va utiliser les griffes soi-disant de griffon ou les dents de des cornes de licorne sous forme de dents de narval comme contrepoison. Il y a des fonctions de divination. Et puis, de purification. Pourquoi tant de licornes sculptées dans des fontaines ou tant de dragons aussi qui sont associés à des sources. Donc, le monstre est impur et en même temps, paradoxalement, le monstre purifie. Je crois que c'est une créature paradoxale et c'est pour ça qu'on pourrait en débattre infiniment. Blandine Le Calais, remontons le temps en évoquant quelques monstres de l'Antiquité gréco-romaine. Alors le monstre, dans ce cadre spatio-temporel, c'est d'abord un être transgressif, dévastateur, sanguinaire, et qui s'inscrit dans l'ordre du monde en tant qu'agent de la justice divine. Oui, c'est ça qui est vraiment intéressant avec le monstre, c'est qu'il a vraiment une totale ambivalence. Il fait peur, il est chaotique, il va perturber l'ordre du monde, créer des tempêtes, des tremblements de terre, dévaster des territoires, tuer des gens. Et en même temps, il est très souvent envoyé pour punir une transgression. Donc c'est une arme que les dieux vont utiliser contre les hommes qui ont commis ce qu'on appelle l'hubris, c'est-à-dire un acte excessif, les hommes qui n'ont pas su rester à leur place. Alors, c'est typiquement dans la légende d'Andromède, la princesse exposée aux monstres marins, c'est typiquement le cas. La mère d'Andromède s'est vantée d'être plus belle que les Néréides, qui sont des déesses marines. Et les Néréides, furieuses et très vexées, demandent à Poséidon, le dieu de la mer, de punir la reine. Alors, la reine va être punie par l'envoi d'un monstre marin et c'est sa fille Andromède qui est exposée en victime expiatoire au monstre. Alors, on retrouve ce motif très souvent dans la mythologie gréco-romaine. Et puis, arrive le héros c'est pas sur son cheval blanc, ici c'est sur son cheval ailé, et il va tuer le monstre. C'est-à-dire que le monstre punit, mais pour un certain temps, il est ensuite destiné à être effacé, tout simplement. Qui est Méduse, l'une des 3 gorgones décapitées par Persée ?
Alors Méduse, c'est un monstre qui est une figure assez ambivalente dans la mythologie gréco-romaine parce qu'elle est tantôt représentée sous une forme totalement monstrueuse avec des griffes de sanglier, un monosourcil, vraiment un visage hideux. Et il y a d'autres représentations parallèlement qui insistent sur le côté pathétique de Méduse, qui est dans certaines généalogies, une jeune femme métamorphosée en monstre parce qu'elle a été violée par Poséidon dans le temple d'Athéna. Donc c'est Athéna qui la métamorphose en monstre, et donc c'est une victime. Et donc elle s'inscrit dans la totale ambiguïté du monstre, transgressif, mais en même temps victime. Alors j'aime beaucoup cette représentation de Rubens, parce que on y voit la tête tranchée donc de Méduse, dont le sang ruisselle sur le sol. Et dans l'Antiquité, il y avait une théorie qui était celle de la génération spontanée. On pensait que la Terre pouvait, dans certaines circonstances, produire des êtres vivants spontanément. Et c'est ce qui se passe selon la légende avec le sang de Méduse qui tombe sur la terre africaine et qui fait naître toute la race des serpents dans toute leur diversité. Alors je vous invite à noter le petit serpent orange qui est juste au-dessus du buisson. C'est un serpent fabuleux qu'on appelait l'amphysbène, c'est-à-dire celui qui peut aller dans les deux sens. Il a deux têtes, hein, vous voyez, et donc il peut avancer dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, le monstre, il est non seulement dévastateur, mais il peut aussi semer d'autres monstres dans son sillage. Pierre-Yves Le Pogam. Les monstres que l'on voit là, non, pas spécialement. Alors, Blandine Le Calais, le monstre de l'Antiquité joue également un rôle de gardien, de protecteur. Il a plein de rôles divers, le monstre. Alors, il y a celui de divination, dont Martial Guédron parlait il y a quelques instants. La naissance d'un monstre, d'un anormal, c'est un signe par lequel les dieux signifient aux hommes que quelque chose ne va pas, que l'équilibre du monde est rompu, et donc c'est une alerte qui est envoyée pour justement arranger les choses. Le monstre est aussi considéré comme un élément de l'ordre parfait du monde. Les stoïciens, qui pensent que donc la création est parfaite, disent mais le monstre, à quoi il sert? Il va servir à révéler le héros. Tout simplement, parce qu'il faut des hommes d'exception pour aller les affronter. Et puis le monstre, eh bien, c'est la valeur apotropaïque dont vous parliez il y a quelques instants. C'est celui qui fait tellement peur qu'il va repousser un ennemi potentiel, voire un être maléfique, un esprit. Et donc Athéna, après la décapitation de la Gorgone, récupère la tête et la place sur sa cuirasse. On la voit représentée ici. On voit au centre un médaillon à tête de Gorgone entouré de serpents. Ce motif de la Gorgone dans l'Antiquité, il était considéré comme protecteur, et on va le retrouver dans plein d'éléments différents, au fond des coupes à boire, sur les boucliers, et puis sur les décorations de temples, on en parlera tout à l'heure. Parmi les monstres qui jouent un rôle de gardien, oui, de protecteur, je pense évidemment à Cerbère, le gardien de l'Hadès. Bien sûr, le gardien de l'entrée des enfers. Et puis on trouve aussi beaucoup de serpents géants qui sont des protecteurs, donc protecteurs de sources, protecteurs de l'arbre du jardin des Hespérides. Ce sont des êtres dangereux, donc ils sont protecteurs. Pouvez-vous nous citer quelques autres grands monstres de l'Antiquité gréco-romaine? Je pense au Minotaure. Ah bah le Minotaure, alors celui-là il est très intéressant parce que c'est donc un monstre hybride issu de l'accouplement de la reine Pasiphae, rendue folle d'amour pour un merveilleux taureau extrêmement sexy apparemment. D'après les textes antiques, il est somptueux, il a un pelage blanc, brillant, l'œil qui frise, etc. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans l'Antiquité, on pensait que les unions entre êtres d'espèces différentes pouvaient réellement être fécondes, et que donc certaines de ces hybridations étaient possibles, et notamment on pensait qu'il pouvait être dangereux de laisser les juments à la garde de jeunes bergers trop fringants, parce que il naissait parfois des centaures. On a un texte comme ça qui raconte la naissance d'un petit centaure. Et donc cette croyance s'est quand même maintenue jusqu'au XVIe, puisque Ambroise Paré, dans son livre sur les monstres et merveilles, soutient qu'il naît des cochons à tête humaine, et que c'est parce que la femme a fauté avec un porc. Donc voilà, on y a cru longtemps. Sur le Minotaure? Oui. Le Minotaure, je trouve exceptionnel parce que par rapport aux satyres ou à la sirène ou au centaure, c'est la tête qui est animalisée et le bas du corps qui est humain, alors que généralement c'est l'inverse. Pierre-Yves Le Pogam. C'est juste pour rappeler que le centaure est combattu, enfin il n'est pas combattu, il est au fond contrôlé par Dédale, enfin sur l'ordre du roi, mais c'est Dédale qui l'enferme dans quelque chose qui est un labyrinthe, donc qui est une architecture monstrueuse.
Voilà comment on Ouais. combat la monstruosité par la monstruosité. Alors, Blandine Le Calais, à sa mort, le monstre peut être honoré et transformé en constellation. Oui, puisque le monstre est utilisé par les dieux, il rend véritablement service aux dieux. Voilà Il l'entrée de la arrive, petite galerie. Oui, avec les constellations là-haut. Donc il arrive que le monstre soit, après sa mort, son élimination inévitable par le héros, honoré par les dieux et métamorphosé en astre, c'est-à-dire ni plus ni moins divinisé. Donc on trouve certaines constellations dans notre zodiaque qui nous est familier. La constellation du Cancer, c'est le crabe géant que Héra avait envoyé contre Héraclès lors de son combat contre l'hydre de Lerne. Et notre lion, c'est aussi le lion de Némée qui a été étouffé par Héraclès. Donc c'est une forme d'honneur suprême, puisque c'est vraiment une métamorphose du monstre en dieu. Alors, Pierre-Yves Le Pogam, venons-en au Moyen-Âge. L'homme médiéval connaît sa place dans l'ordre du monde, un ordre qui répond à une structure divine. Alors, je pourrais parler aussi d'Argus, mais malheureusement... Allez-y, allez-y, Non, allez-y. non, non, je fais pas ça. Allez-y. Argus y est. Je vois qu'Argus, non, Juste pour finir, Oui, allez-y. c'est encore une autre forme d'honneur différente. Ça, c'est Argus, j'en parlais tout à l'heure. Normalement, c'est un monstre avec des yeux qui constellent tout son corps. Ici, on l'a représenté comme un être normal. Argus a été décapité par le dieu Hermès parce qu'il séquestrait, enfin, il gardait une maîtresse de Zeus, la pauvre Io, métamorphosée en vache. Et Argus était le fidèle serviteur de la déesse Héra, Junon, l'épouse légitime de Zeus. Donc après la mort du fidèle gardien, Héra décide de l'honorer en récupérant les yeux d'Argus et en les disposant sur la queue du paon, qui est son animal favori. Donc là encore, le monstre va s'inscrire dans l'ordre du monde d'une manière assez poétique. Pierre-Yves Le Pogam. Et je rajouterais juste une chose, c'est qu'on a cette chose très importante dans ce mythe, c'est que l'œil est vraiment partout, et l'œil, c'est ce qui est le mauvais œil avant tout. L'œil est la porte de l'âme, et évidemment, l'œil peut être très positif, comme on sait, il est ce qui fait que nous voyons les œuvres d'art, mais c'est aussi ce qui projette. Dans le sens, la mentalité médiévale et antique croit que l'œil peut projeter des rayons, de même qu'il reçoit la vision, et il projette donc également des pensées mauvaises, qui sont l'idée du mauvais œil. Et ça, c'est la monstruosité partout, en fait. Voilà. Guillemette Odissino. Dans le cinéma d'horreur, en tout cas dans le cinéma fantastique, c'est une figure qui est reprise très très souvent. Dans un film de Guillermo del Toro, un individu voit non pas par ses yeux normaux, mais voit par un œil qui est peint sur sa main, et il voit de cette manière-là. C'est une figure poétique magnifique, mais c'est vrai que c'est projeter son regard en fait sur l'autre. C'est plus du tout la même manière de regarder. Oui. Alors, dans la mythologie, l'œil du monstre est souvent mêlé de feu, parce qu'à l'intérieur, il y a un bouillonnement, et on retrouve ça dans le regard de la sorcière Médée, qui est monstrueuse. Elle est descendante du soleil, et il y a un chatoiement un peu inquiétant dans son regard, comme tous les descendants du soleil. Alors, Pierre-Yves Le Pogam, venons-en au Moyen-Âge. L'homme médiéval connaît sa place dans l'ordre du monde, un ordre qui dépend et qui répond à une structure divine. Et c'est lorsque les frontières se brouillent que les monstres surgissent. Oui, tout à fait. C'est ce qui caractérise vraiment le Moyen-Âge, cette idée des frontières qui se disparaissent. Mais en même temps, ce qui est très étrange, c'est que au Moyen-Âge, où tout est ordre en principe, tout est pensé clair et voulu par Dieu, à force de penser que tout est voulu par Dieu, puisque les monstres existent, et forcément, c'est Dieu qui les a créés. Et je trouve très frappant de voir ici, dans cette image de la Genèse, en Italie, à Ferentino, en Ombrie, eh bien que Dieu confie à Adam le fait de nommer les animaux, mais puisque les monstres font partie de la création, eh bien, il se met à nommer également, vous pouvez le voir, ici, je crois que c'est une licorne, oui c'est ça, à sa gauche, et puis un griffon à sa droite. Donc, au fond, ce qui est monstrueux fait quand même partie de la création divine. Et ça, c'est vraiment très, très frappant. Frontières brouillées, donc, entre le monde humain et animal, entre les hommes et le monde végétal, ou entre différentes espèces animales. Tout à fait. Ce qui est frappant à ce moment-là, c'est que ces frontières, au fond, qui sont censées être pérennes, qui sont censées être closes, en réalité ont tendance à bouger. Et pour le Moyen-Âge, tout est prodige, tout est signe, et le fait de voir cette monstruosité n'est pas quelque chose forcément négatif. Je vous rappelle que ici, au portail de Vézelay, c'est ce grand tympan de la sculpture romane, eh bien, on montre
des espèces ou des races, on va dire, étranges ou étrangères, de manière absolument pas négative, puisque les apôtres sont envoyés par le Christ en mission pour les convertir. Ils font partie du monde. Et par conséquent, on les voit ici, par exemple, ce sont des cynocéphales. En fait, on reprend évidemment des pensées antiques, des idées des encyclopédistes de l'Antiquité, mais il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de volonté de les séparer. Il y a volonté, au contraire, de conquérir, de convertir la terre entière, donc du coup d'aller jusque ces peuples tout à fait extraordinaires, certains le pied à l'envers, d'autres avec des grandes oreilles comme ici, qui sont quand même vus comme égaux à l'homme tel que nous le connaissons. Alors, peut-être un mot, Blandine Calais? Oui, l'Antiquité s'est vraiment beaucoup posé la question des frontières du possible, parce que les penseurs savaient bien qu'il y avait des merveilles absolument impossibles, des hybrides qui n'existaient pas. Mais en même temps, on trouve toujours cette injonction de garder l'esprit ouvert, parce que le monstre, ça peut être tout simplement ce qui ne fait pas partie de notre environnement naturel, mais qui peut être très répandu aux confins lointains du monde. Et donc on a des textes très beaux des encyclopédistes, notamment Pline l'Ancien, qui va décrire les merveilles de l'Inde ou de l'Afrique, les terres un peu inexplorées, et où on trouve justement ces hommes avec les pieds inversés, qui servent de parasol, ces hommes qui s'enveloppent dans leurs oreilles pour dormir, etc., qui étaient considérés comme des êtres existants véritablement, au même titre que la licorne ou le griffon. Pierre-Yves Le Pogam, sur cette iconographie? Alors, en fait, ce qui est très frappant, c'est qu'on voit que même pour des personnages, si je puis dire, si importants que les évangélistes, on se met à leur donner des apparences monstrueuses, puisque ici, c'est donc un des évangélistes, ici, c'est lequel? C'est Luc, à la tête de taureau. Voilà un minotaure. Voilà un minotaure, j'y avais pas pensé, c'est incroyable. C'est vraiment une image du minotaure. Or, c'est pas du tout le minotaure, c'est l'évangéliste Luc. Et c'est une iconographie tout à fait normale à l'époque romane, et alors on dit souvent que ça disparaît plus tard, à l'époque gothique, celle de l'humanisme, etc. C'est pas vrai, j'en ai retrouvé plein d'autres exemples au XIIIe, XIVe siècle. Il faut dire que cette représentation qui, à nos yeux, peut paraître monstrueuse, une image de la monstruosité, est tout à fait normale. Là, elle représente en fait cette espèce d'être étrange qu'a vu Ézéchiel, le prophète, et qui désigne en fait Saint Luc. Alors, Pierre-Yves Le Pogam, à la fin du Moyen-Âge, diable et démon occupent une place de choix dans l'imaginaire médiéval. Tout à fait, parce que la fin du Moyen-Âge, donc encore une fois, on croit que c'est une époque beaucoup plus marquée par l'idée de l'homme, de l'humanisme. Voilà quelques illustrations de ce qu'est cet homme. Moi, j'ai fait exprès, évidemment, j'ai choisi des illustrations qui montrent cette hybridation qui est fréquente, hybridation entre le monde végétal et le monde humain. L'homme velu, dont vous aimez parler, je crois, Martial, à droite, avec l'homme sauvage, qui apparaît déjà à la fin du Moyen-Âge, et puis qui va avoir une généalogie beaucoup plus importante à l'époque moderne. Et puis les démons, et aussi, évidemment, parce que ça, c'est l'autre aspect, c'est l'aspect diabolique, c'est ce qui n'est pas voulu par Dieu, mais qui fait partie du plan de Dieu, en quelque sorte, c'est cette importance du démoniaque. Alors, je voudrais juste préciser une chose, au fond c'est pas nouveau, le démoniaque, le diabolique, ça existe depuis les débuts du christianisme, et puis il y aurait l'équivalent dans d'autres civilisations. Ce qui est intéressant dans les variations, c'est la proportion. C'est le fait que, par exemple, le diable est éventuellement dans les marges, et là, à la fin du Moyen-Âge, il prend la place centrale. Pas toujours, pas partout, mais chez Bosch, par exemple, ou ici chez Grunewald, l'immense peintre dont vous connaissez tous le retable d'Isenheim, et que je vous invite à redécouvrir, puisque le musée de Colmar vient de rouvrir après de magnifiques travaux et une magnifique nouvelle muséographie. Eh bien, chez Grunewald, évidemment, après, on aura la grâce, on aura la crucifixion, puis la rédemption, mais pour aller jusque-là, on passe par des étapes terribles qui sont la tentation de Saint-Antoine et qui nous sont vraiment avec ces monstres qui nous arrivent en plein dans la figure, si je puis dire. Les représentations monstrueuses et diaboliques du Moyen-Âge faisaient-elles peur? Parce qu'il y a de nombreuses iconographies qui montrent des diables dévorant des damnés. Oui, alors c'est une des grandes questions. Moi, je pense très clairement qu'il faut distinguer qu'il y a des représentations qui font peur. L'enfer, bien, il est peint ou sculpté au portail des cathédrales pour faire très clairement peur. C'est la prédication en images. Quand on voit à Conques les supplices que subissent les pauvres damnés, on a plutôt envie de faire attention. De même, la charrette des damnés qui est à gauche, là, qui est beaucoup plus rare, qui est une iconographie de Narbonne, c'est intéressant parce que, bien, au fond, c'est peut-être un reflet de ce que pensaient les gens du Sud-Ouest, ou plus exactement de ce que les inquisiteurs du Sud-Ouest pensaient les hérétiques.
ce qui est bien compliqué. Mais vous voyez que cette géographie de l'au-delà, cette géographie de l'enfer, elle est terrifiante puisque cette charrette les emmène dans l'enfer. Mais au fond, à ce moment-là, c'est la peur totale, comme nous avons peur éventuellement dans un film d'épouvante. Ceci dit, dans beaucoup d'autres cas, ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut vouloir dire tout simplement l'expression du pouvoir. Je crois que vous l'avez déjà évoqué, Martial. C'est le fait de signifier par le monstre que quand on combat le monstre, c'est le héros, ou quand on le domine, c'est Dieu, ou quand on le vainc, c'est le grand prince. Et bien évidemment, on est un peu au-dessus des êtres de votre niveau à vous et à moi. Martial Guédron, un mot peut-être? Oh non, j'ai rien à ajouter. Alors Guillemette Odissino, à propos de diables dévorant des damnés, évoquons le célèbre cannibale fictif Hannibal Lecter par le romancier Thomas Harris et mis en scène au cinéma par Jonathan Demme en 1990 dans Le Silence des agneaux avec Jodie Foster et Anthony Hopkins. Guillemette Odissino, N'est-ce pas? sur ce diable à visage humain qui dévore des damnés. Le démon est gastronome quand même, il faut le préciser. Donc, ce qu'il y a vraiment de fascinant avec le personnage d'Hannibal Lecter, et pour resituer ce personnage et dans le roman et dans le film, c'est que Clarisse, ce n'est pas Hannibal qu'elle piste. Elle piste un autre monstre, mais un monstre d'une vulgarité, vraiment, mais franchement, qui du coup devient pratiquement secondaire, alors que c'est lui quand même qu'elle est censée arrêter pendant tout le film. En revanche, il y a ce monstre-ci, dandy, gastronome, avec, voilà, il aime le Chianti, il aime les fèves, il aime les abats, il a bien le droit. Et il y a dans le jeu, évidemment, aussi de cet acteur, la fascination qui naît, et il y a le bon goût du démon, puisque juste avant, il lui dit, vous savez, elle s'approche, et puis il fait pareil, vous avez vu les narines du mal, hein. Il la respire et il est capable de lui dire, il lui dit, vous vous servez d'une lotion de toilette à la camomille et vous portez l'air du temps de Nina Ricci, enfin d'habitude mais pas aujourd'hui. C'est la culture en fait, c'est ça, c'est l'intelligence du mal. C'est ça qui est fascinant dans ce monstre en particulier. C'est-à-dire que là, il n'y a rien pourtant, c'est la bestialité quand on mange son prochain, normalement, mais c'est la bestialité et en même temps, c'est la culture et la noblesse incarnée. C'est ça qui est fascinant. Pierre-Yves Le Pogam. Oui, mais ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est qu'aussi que c'est le monstre, il est charnel, c'est ça qui est intéressant. Absolument. Du coup, il a la possession des sens, non seulement le sens du goût, il a le goût, donc bon goût d'une certaine manière, il a un bon odorat. Et effectivement, les diables ont des grands nez, des grandes oreilles, pour mieux vous manger, comme dirait l'autre. Donc, mais aussi pour mieux vous goûter, pour mieux vous connaître. Hannibal Lecter est sensuel. Martial Guédron. Oui, on voit bien à travers ce personnage toute la tension qu'on va retrouver constamment entre nature et culture chez certains monstres. Alors, on a parlé des yeux avec Argus et la Méduse. On voit sur le plan fixe le regard quasi hypnotique d'Hannibal. Et puis, finalement, à la fin du dialogue, c'est la bouche qui prend le dessus dans la dévoration. Et la bouche qui ne sert plus à la fin au dialogue, puisque le dialogue se termine presque par une onomatopée, je vais pas la refaire, mais il savoure, et du coup c'est la bouche monstrueuse qui dévore, qui mastique, qui salive, etc. Donc on a sans arrêt cette ambiguïté entre nature et culture qu'on va retrouver partout. Alors, Blandine Le Calais. alors il y a pas mal de monstres anthropophages dans la mythologie gréco-romaine, mais alors là, où au contraire, cette anthropophagie les tire totalement du côté de la bestialité, de la bête féroce qui mange la viande crue. Et l'alimentation du monstre anthropomorphe dans la mythologie, c'est une alimentation qui est totalement en marge du monde civilisé. Il y a l'exemple de Polyphème qui dévore les compagnons d'Ulysse. Polyphème, Homère précise bien qu'il ne mange pas de pain. Parce que pour manger du pain, il faut cultiver du blé et que la culture du blé, c'est l'indice de la civilisation. Et Polyphème ne sait pas non plus consommer le vin. Quand Ulysse lui en offre, il s'enivre. Le blé et le vin, c'était vraiment considéré comme les deux nourritures qui marquaient l'accès à l'humanité. Alors, Pierre-Yves Le Pogam, revenons aux monstres et démons médiévaux qui sont bien souvent montrés dans des positions soumises, avec l'idée
d'affirmer la victoire du Christ ou Ouais. de ses successeurs. Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on disait rapidement. Le monstre peut faire peur, certainement, mais là, c'est pas lui qui a peur, c'est lui qui est vaincu. Donc, très souvent, c'est une position d'humilité qu'il adopte. À gauche, là, on voit un archevêque de Mayence qui avait le droit de couronner l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors, non seulement il couronne l'empereur, mais il en couronne deux. Là, c'est pour dire à quel point il est très, très puissant. Et puis, sous ses pieds sont le lion et le dragon, qui sont en fait des symboles du Christ. Donc, c'est évidemment, là, il se met en plus à la place du Christ. C'est quand même très osé de la part d'un simple archevêque de Mayence. Pourquoi les créatures monstrueuses sont-elles placées à l'entrée d'édifices sacrés? C'est le cas évidemment depuis l'Antiquité gréco-romaine. Oui, alors là, on a tout à fait la même idée. C'est double au fond. Le monstre, le dragon, est vaincu, donc on le met au fond à l'extérieur de l'édifice parce que à son tour, il va quand même, un peu comme tout à l'heure avec Persée Andromède, il va pouvoir quand même éloigner les mauvais esprits à son tour, et on met du coup les dragons, les gargouilles, etc. à l'extérieur de l'édifice. Blandine Le Calais. Oui, bah donc les diapos, là, ce sont deux antéfixes, c'est-à-dire des petites figures ornementales en terre cuite qui étaient fixées au bord des toits des temples, particulièrement à des édifices religieux, et qui avaient cette fonction apotropaïque, c'est-à-dire je fais peur aux ennemis, je fais peur aux mauvais esprits, pour qu'aucun ne pénètre à l'intérieur de l'enceinte sacrée. Et donc là, ce sont deux figures de gorgones effrayantes. Pierre-Yves Le Pogam, riait-on de certaines créatures monstrueuses au Moyen-Âge? Oui, alors je pense Par que le biais de festivités, tout de à fait. fêtes. On vient de parler de fête des fous. Enfin, en tout cas, les personnages du dessin animé nous ont rappelé. Il y a une sorte de passage très intéressant entre le monstrueux et le fou. Et il y a évidemment des rapports très importants entre les deux. Mais au Moyen-Âge, non seulement on fait la fête avec la folie, si je puis dire, mais on fait la fête au monstre, ou au diable, si je puis dire. Puisque le diable, bien, on le craint dans beaucoup de cas, mais enfin on s'en moque aussi. Voyez ici cette image d'un Saint-Michel qui est en train non seulement de vaincre un diable, mais en plus on le montre dans une position quand même un peu olé olé. Et j'ai été refaire une photo dans les salles du Louvre parce qu'on ne voyait pas bien. Il faut vraiment que je fasse faire une très très bonne photo un jour par quelqu'un. Et on voit que son sexe en fait est occupé par une autre tête. C'est-à-dire que même le sexe du diable devient sa propre tête, ce qui est à la fois monstrueux et ridicule. Il n'a plus de sexe, alors que dans certains cas le monstre est très sexué. Là, on se moque de lui. Guillemette pardon, Blandine Le Calais. Non, mais je voulais parler de la sexualité du monstre, mais on peut peut-être en parler plus tard. Tout à l'heure. Si. Ah bah oui. Avec les Bon. satires, tout à l'heure. Alors on en parlera plus tard. Guillemette Odissino, tiens, Pierre-Yves Le Pogam, voilà Oui, une femme nue voilà, chevauchant on un veut- monstre phalloïde. On veut échapper à la sexualité, mais elle revient. Oui, j'avais montré ça aussi parce que je trouvais que non seulement le monstre est grotesque, non seulement il prête à rire, mais il prête à autre chose. Enfin, très, très, très fréquemment, le monstre a un rapport avec l'imaginaire, et donc qui dit imaginaire dit fantasme, et fantasme qui veut dire revenant, veut dire aussi bien d'autres choses depuis Freud. Alors j'ai juste montré ici une femme qui chevauche un espèce de monstre, mais enfin qui fait beaucoup penser à quelque chose d'autre, et je signale juste que c'est dans un manuscrit très sérieux. C'est pas dans De un droit. manuscrit pourri, c'est dans un manuscrit de droit. Donc pour ça, pour les étudiants en droit, s'il y en a dans la salle, voilà à quoi s'amusaient les étudiants du Moyen-Âge. Et Guillemette Odissino, il existe un lien entre cette femme nue chevauchant un monstre phalloïde J'ai peur de cette question-là. et Beetlejuice Et de Tim Beetlejuice, Burton. effectivement. Oui, Beetlejuice, c'est vraiment la rencontre de trois choses, c'est-à-dire l'horreur, effectivement, la monstruosité, le grotesque. Le grand c'est-à-dire, guignol. Le grand guignol, il y a quelque chose du carnaval dans cette tenue, et le sexe, puisque cet individu, ce monstre est quand même, pendant tout le film, obsédé. Il se transforme même d'ailleurs à la fin en une créature qui n'est pas loin de la créature que chevauche la dame. Il y a vraiment quelque chose de phallique, mais aussi de comique, de grossier. C'est la farce monstrueuse. Ça, c'est vraiment un des meilleurs exemples du cinéma, où on ne peut pas avoir... En fait, c'est pas qu'on a peur de ce monstre-là, il est plutôt dérangeant, il est plutôt malsain. Il nous gêne dans sa vulgarité plus que dans la peur qu'il inspire. Pierre-Yves Le Pogam. Non, c'est tout à fait ça, j'ai rien à rajouter. Alors, Martial Guédron, à la Renaissance, ce sont les monstres velus qui fascinent, et je dois bien l'avouer, qui m'effraient particulièrement. Les hommes chiens, les hommes loups, les femmes singes. Alors ces monstres velus sont accueillis dans les cours princières, et ce sont des objets à la fois de curiosité, mais surtout de prestige.
Ah, vous avez pratiquement tout dit. Les velus font partie d'un cortège de phénomènes. Je crois qu'on peut plus les associer à des merveilles qu'à des monstres, et qui répondent non, mais dans le sens où ils effrayent moins qu'ils intriguent. Vous êtes très effrayé, mais à la Renaissance, vous en auriez peut-être, si vous étiez un prince, adopté une ou un, on ne sait pas. Mais ils font partie des curiosités pour lesquelles les princes, les seigneurs éprouvent beaucoup de fascination. Curiosité pour les choses naturelles et curiosité pour ce qu'on appelle les écarts de la nature ou alors les choses exotiques. Et là, on rejoint presque d'une certaine manière la fascination pour les races des pays lointains, puisque la petite Tonietta, elle est née d'un papa qui venait des îles Canaries, qui a été importé en France, qui s'est marié avec une belle Hollandaise qui n'était pas du tout velue, mais comme le papa souffrait de cette maladie congénitale, l'hypertrichose universelle, il a transmis cette maladie congénitale à ses 4 enfants. Et à partir de là, ces créatures merveilleuses, vraiment merveilleuses pour l'esprit de l'époque, ont été effectivement exhibées dans des cours princières, observées par des médecins aussi dès cette époque, parce que les médecins vont avoir un intérêt pour les phénomènes hors normes après beaucoup au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, mais ils profitent, les médecins, d'avoir ces occasions d'être en contact avec des créatures phénoménales, et on va en faire des gravures, on va en faire des peintures, et elle présente là en fait son pédigré d'une certaine manière dans la lettre, et il y a une sorte de fascination. J'évoquais avant le contraste entre nature et culture. Ce qui me frappe ici, c'est ce visage pratiquement de chouette qui vous effraie beaucoup, mais qui surgit de la nuit avec ce regard fixe et qui contraste avec les habits de soie, de satin extrêmement raffinés et la couronne de fleurs délicatement posée sur la tête. Donc on a vraiment une tension extraordinaire, et la femme peintre qui a réalisé ce tableau, Lavinia Fontana, sait nous faire comprendre, enfin je trouve, sait nous faire comprendre qu'il s'agit d'une petite fille malgré tout sous les poils. Martial Guédron, Blandine Le Calais, peut-être sur les monstres hirsutes de l'Antiquité. Les monstres antiques sont très souvent hirsutes, mais pas du tout merveilleux. En l'occurrence, c'est vraiment un poil qui prolifère et qui les tire du côté de l'animalité. Polyphème est très velu, la plupart des monstres sont très très poilus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver ça dans la rhétorique cicéronienne, par exemple. L'ennemi, celui qu'on veut faire condamner, il est négligé. Il ne se rase pas, il a les cheveux mal peignés, donc il y a comme un envahissement de l'animalité qui prend le pas sur la civilisation, sur sa personne. Martial Guédron, au cours du XIXe siècle, on va tirer profit dans les cirques, dans les foires, de ces créatures monstrueuses, entre guillemets, les nains, les géants, les hommes velus. Oui, on peut dire qu'il y a un mouvement de réification du monstre à mesure qu'on avance vers le 19e siècle. Réification du monstre parce que c'est au 19e siècle qu'on invente la science des monstres, la tératologie, avec Isidore et Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, 2 savants français qui vont proposer la première classification rationnelle des monstres sur des critères anatomiques. Et puis, en même temps, on s'accapare le monstre ou le phénomène dans l'espace du cirque, dans l'espace des foires, et ce n'est pas étonnant qu'après on en trouve beaucoup au cinéma, parce que le cinéma d'une certaine manière c'est le prolongement du cirque, avec ce rapport à un public populaire. Et donc, évidemment, on a ça dans Freaks, on a ça dans Elephant Man, on a ça même de manière plus récente avec la Vénus noire de Abdelatif Kechiche sur sa Archie Bartman, donc
la Vénus Hottentote, qui a été montrée, c'est typique le cas, elle a été montrée comme Elephant Man dans un espace de foire, et en même temps on faisait faire des visites dans des salons. Alors c'était plus les cours princières, c'était les salons bourgeois du Paris du 19e siècle. Avant c'était les foires de Londres, et puis elle a fini à l'amphithéâtre sous le scalpel de Georges Cuvier, un grand savant anatomiste de l'époque. Alors j'aimerais que nos étudiantes en master didactique de l'image à Paris 3 viennent sur scène, Clara Marliot et Alice Rabourdin, qui viennent évoquer quelques monstres humains au cinéma de façon non exhaustive, bien sûr. Donc il existe dans le cinéma américain un monstre qui n'est ni le fruit d'une expérience ratée, ni une créature fantastique, suppôt du diable en personne, mais bien un monstre naturel. C'est le monstre humain. Donc physiquement déformé par les maladies ou les accidents, il fascine autant qu'il dérange, et c'est justement cette fascination morbide qui est à l'origine, comme nous l'avons évoqué, des premiers freak shows, ces foires où on exhibait ces personnes. Et donc ce sont des fours un peu scrupuleux qui étaient à l'origine de ces pratiques. En effet, et les films les plus emblématiques sur ce type de monstre sont donc Freaks, dont on a déjà parlé, de Todd Browning, on a l'affiche projetée, et Elephant Man de David Lynch, qu'on a aussi évoqué. Et plus récemment, en 2014, il y a la série American Horror Story, lors de la saison 4 notamment, où on peut observer que les monstres humains sont aussi à l'honneur. Le plus dérangeant dans ces trois... Le film le plus dérangeant, en tout cas selon nous, est le film de Todd Browning, dont vous voyez une image à l'écran. Il réunit une importante variété de vrais monstres, alors je dis ça bien entre guillemets, de vrais monstres humains, qu'on n'oserait plus mettre en scène de la même manière aujourd'hui. Donc tout d'abord, c'est un fait. Aujourd'hui, on ne peut plus représenter les monstres humains de la même façon parce qu'il en existe beaucoup moins. Il y a aussi tous les progrès de la science. C'est pour ça aussi qu'ils sont tellement forts à l'écran. Et aujourd'hui, donc c'est souvent les effets spéciaux ou le maquillage qui viennent les représenter. Et c'est pour ça que Freaks, qui est un film qui a plus de 80 ans aujourd'hui, est si fort en fait et il impacte tellement. Mais il y a aujourd'hui une figure du monstre humain le plus présent à l'écran, c'est le nain. C'est la personne de petite taille, qui est donc sans trucage, qui a participé à la création des plus grands films fantastiques de ces dernières années, pour les citer Harry Potter, Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Et donc, sauf qu'aujourd'hui, on constate quand même une évolution dans la figure du nain. Il n'est plus un personnage jovial ou niais. C'est aussi devenu, avec une série donc très connue qui est Game of Thrones, un personnage intelligent, calculateur, stratège et héritier d'une riche famille, qui est donc le personnage de Tyrion Lannister. Et donc on veut peut-être voir, on espère en tout cas, une réhabilitation de la personne de petite taille et qui s'éloigne justement du genre du monstre. On s'en éloigne. Il reste quand même un point commun à tous ces monstres humains. Ils sont tous systématiquement rejetés par la société. Vous l'avez déjà dit, mais je rappelle que le monstre vient du latin monstranum, et ça veut vraiment dire ce qui est montré. C'est donc une action extérieure. C'est par son rapport à l'altérité que le monstre en est un, et c'est à cause de la peur des autres qu'il devient aussi, parfois, même très souvent, un monstre aussi moral. C'est d'ailleurs pour cela qu'un monstre est, donc, vous l'avez aussi dit, culturel et non universel. Et du coup, pour nous, le véritable monstre humain n'est-il pas celui qui nous ressemble, en fait, comme on l'a aussi dit, celui qui n'a pas besoin de faire monstrueux pour l'être. Et du coup, je cite quelqu'un d'autre que Hannibal, tel Jack Torrance dans Shining. Merci beaucoup Alice Rabourdin et Clara Marliot. Peut-être un mot, Blandine Le Calais, rapide. Moi, c'était pour revenir sur le monstre qui est exhibé et qui est réifié. Il y avait des entrepreneurs de mendicité dans la Rome antique qui recueillaient des bébés abandonnés pour en faire des petits mendiants. Et puis, ils raflaient tout ce que les petits mendiants avaient collecté. Et pour avoir un peu plus d'argent, il créait des monstres à partir de ses enfants, c'est-à-dire qu'il faisait des amputations, il brisait les dos, il tordait le corps, il fabriquait des monstres artificiellement, bien conscient que ces enfants, avec leurs grands yeux et leur apparence monstrueuse, allaient apitoyer les passants et rapporter plus d'argent. Donc on est dans une autre forme d'exhibition, exploitation, qui est elle-même monstrueuse. Guillemette Odissino. Non, mais juste pour rebondir sur ce qu'ont dit ces jeunes filles, sur Freaks, si c'est le film qui reste le plus étonnant, le plus dérangeant,
presque finalement le plus moderne de tous, alors que c'est le plus ancien, c'est aussi parce que là, un peu contrairement à ce que vous dites, le monstre, souvent le monstre exploité, le monstre de foire, a rarement l'occasion de se venger. Il finit souvent dans le laboratoire d'un scientifique ou en larmes dans un cachot tel une bête. En revanche, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vous dis rien, eh ben, à force qu'on les emmerde, les monstres, ils se vengent. Martial Guédron, un mot rapide peut-être? Oui, juste pour revenir sur ces monstres que l'on fabriquait à partir d'enfants dans l'Antiquité. On a vu un extrait de Notre-Dame de Paris tout à l'heure. Victor Hugo évoque cela dans L'homme qui rit, avec un enfant dont on a fendu la bouche pour lui faire un visage qui soit une grimace de chair. Alors, cette fascination pour l'étrangeté, le monstrueux, peut tutoyer le merveilleux. Je pense évidemment à La Belle et la Bête de Cocteau. Alors c'est toute la difficile limite entre le monstrueux et le merveilleux, et d'ailleurs c'est pour ça que à la Renaissance on les appelle des merveilles. Je pense que là, avec La Belle et la Bête, on est davantage dans le merveilleux, en tout cas que dans le fantastique. Ce qui est intéressant, c'est que on a à nouveau un monstre, disons, qui est aristocratique d'une certaine manière. Donc c'est quelque chose qui revient souvent. On va le voir aussi avec le comte Dracula. Et puis, alors là, pour le coup, c'est le monstre qui est le résultat d'une vengeance ou d'un ensorcellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve alors aussi dès l'Antiquité. C'est que une créature monstrueuse, c'est quelque chose ou quelqu'un, ou c'est un être qui a subi un châtiment ou une punition. Et donc, c'est là, une créature maudite. Oui, et là, c'est l'amour qui va, c'est l'amour, la puissance civilisatrice de l'amour qui va sauver la créature de son écorce monstrueuse. Blandine Le Calais. Oui, la métamorphose en monstre, ça peut être un moyen par les dieux de punir un être transgressif. Donc on a évoqué le cas de Méduse, les sirènes aussi, qui étaient des femmes oiseaux, auraient été des jeunes femmes métamorphosées en monstres parce qu'elles n'avaient pas suffisamment veillé sur Perséphone, qui a été enlevée par le roi des enfers, Hadès, et donc elles ont été punies par la mère de Perséphone. Et on a pas mal d'autres exemples comme ça de métamorphoses punitives. Blandine Le Calais. Non, moi. Pardon. Guillemette Odissino. Non, mais moi je reviens à la fascination. Je sais à quel point les femmes à barbe et ça vous pose problème, Ali, mais moi ça me fait quand même penser à cette toile merveilleuse de tout à l'heure où moi je vois une grande beauté. Enfin, oui. C'est vrai que cette force, c'est de représenter la beauté derrière le poil pour aller vite. Et là, c'est effectivement ça. Et la force du conte, de La Belle et la Bête, c'est que la Belle aime la Bête avant la métamorphose. C'est-à-dire, c'est cette acceptation finalement d'une monstruosité pas si déplaisante que ça, qui change la donne, qui apporte la métamorphose et la guérison, disons pour. Mais moi, c'est ça qui est superbe dans ce conte et qui continue de fasciner. Guillemette Odissino, je vais vous faire un aveu. L'un des films qui m'a le plus effrayé dans mon enfance, c'est La Femme à barbe, avec Annie Girardot. Ah oui, mais alors là, Ferreri aussi travaille ce motif, c'est-à-dire que c'est le mari de la femme à barbe, il la rencontre, il veut l'exploiter, il l'exploite, il en fait un peu un phénomène de foire d'ailleurs, mais il est quand même très accro, le garçon. C'est-à-dire qu'il est quand même amoureux d'elle, ou en tout cas tenu sensuellement par elle. Donc là aussi, il y a cette complexité entre répulsion et fascination. Pierre-Yves Le Pogam. Non, c'est juste parce que je pense, en vous écoutant, qu'il y a quand même une chose qui est très frappante, c'est que la bête est une bête poilue et une bête dont le visage évoque aussi bien le lion que l'ours. Or, ce sont quand même les deux grands animaux positifs du Moyen-Âge et encore après. Je ne suis pas sûr qu'une bête qui serait visqueuse, écailleuse, squameuse, tout ce qu'on veut, aurait eu autant de succès. Voilà, c'est juste... Martial Guédron, venons-en à un aspect absolument passionnant de la représentation du monstrueux. C'est l'arrivée du microscope. Oui, l'arrivée du qui produit des images qui rend visible le caractère merveilleux des mondes invisibles. C'est ça. Alors, bon, la puce n'était pas
totalement invisible, mais on la voyait, et puis on la partageait beaucoup à l'époque, au XVIIe siècle. C'était un animal tout à fait commun, mais la micrographie donc, et la microscopie rendent visible à une échelle inconnue et avec des détails inconnus jusqu'alors l'extrême beauté quand même si c'est un animal qui suce le sang, qui est parasite, etc., l'extrême beauté de cet animal. Et on voit comment le graveur, dans l'image de gauche, a amplifié considérablement la bestiole au point qu'elle devient, elle envahit l'espace de la feuille, elle touche presque le cadre. Et j'ai trouvé intéressant de mettre cette image en regard avec Odilon Redon, qui a été influencé par un botaniste qui s'appelle Armand Claveau et qui lui a fait découvrir tout un monde invisible. Et on voit comme ça des artistes, je pense à Max Ernst aussi dans sa série des microbes, des artistes qui s'inspirent de l'invisible et de ce que l'appareil optique ou les prothèses optiques rendent visible un monde inconnu. Et générateurs de formes merveilleuses qui seront aussi ensuite exploitées au cinéma. Je pense à Cronenberg, je pense à Cameron, et puis je pense à toute la... Ridley Scott dans Alien. Oui, dans Alien. Alors, dans Alien, c'est plus un animal qui tient à la fois du crabe et du scorpion, je dirais. Mais ce qui est intéressant, enfin, à mon sens, le moment où il est le plus inquiétant, et on pourra après enchaîner sur une autre problématique peut-être, c'est quand il est petit. Enfin, quand il est à sa dimension la plus petite, qu'il est translucide, qu'il est visqueux. Là, on a du visqueux, du transparent, du répugnant, et il est extrêmement rapide et furtif. On ne sait pas trop où il est dans le laboratoire du Nostromo. Il peut contaminer à n'importe quel moment, et puis il peut venir ensuite de l'intérieur, parce qu'il peut féconder. Alors là, on a une hybridation totale, une fusion totale entre l'être humain et le monstre. Ce qui fait qu'après, quand il va disparaître, il y aura un moment où un des cosmonautes sera habité par le monstre. Ce sera le monstre intérieur. Ça aussi, alors, au cinéma, chez Ferrara, chez Don Siegel, oui. Revenons rapidement peut-être sur le dessin préparatoire de Hans-Rudi Giger. Hans-Rudi Giger, donc, qui était un sculpteur et dessinateur allemand qui a beaucoup travaillé sur Alien, notamment, en créant toutes les sculptures qui ont servi pour les films, pour la série, et qui s'inspire donc de formes visqueuses. On sait que par la suite, certains réalisateurs de monstres s'inspirent aussi des acariens vus alors du coup de bestioles invisibles à l'œil nu. Guillemette Odissino. Oui, là c'est quand même le thème. Alors on revient un petit peu à l'érotisme, mais en version nettement moins drôle. C'est quand même à chaque fois le thème de la pénétration. Je ne sais pas si les gens voient le détail là, mais il y a une des pattes qui est en train de rentrer carrément dans la bouche de la personne. Enfin, et là, c'est à la fois la pénétration, la dévoration. Et effectivement le monstre qui grandit en nous. C'est-à-dire on est entre la pieuvre et le fœtus quand même. Espèce de fœtus, c'est vrai. Mais oui. Donc c'est vrai, ça c'est vraiment une image organique. Et je suis d'accord sur Cronenberg, sur tout ça. Ce sont des cinéastes qui sur l'horreur organique sont allés très loin. Ça fait beaucoup plus peur que n'importe quel dragon, ça. Hein, beaucoup plus peur. Alors, Martial Guédron, bon, c'est un peu un truisme de le dire, mais bon, le monstre révèle bien souvent nos pulsions les plus cachées. Je pense aux satyres, incarnation de l'énergie vitale de la nature, incarnation d'une sexualité débridée. Le satyre est très intéressant parce qu'il permet, dans ses métamorphoses successives, de montrer ce qui bascule aussi entre, sans mauvais jeu de mots, entre le mal, M-A-L, antique et le mal au Moyen-Âge, parce que l'iconographie du satyre, elle est appropriée, enfin, les artistes du Moyen-Âge se l'approprient pour créer le diable, pour créer les démons. Les deux créatures ont des cornes, les deux créatures ont des pattes de bouc ou sont chèvre-pied et ont une sexualité débridée. Et dans les deux images que j'ai montrées, on retrouve ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire une langue turgescente,
naissante, qui évidemment peut aussi être une métaphore pardon, de l'érection. Alors, la philosophe Simone Veil disait que tous les monstres étaient en nous. Blandine Le Calais, Médée, c'est un monstre à visage humain. Je rappelle que vous avez adapté Médée en BD avec Nancy Peña. Deux tomes sont parus, un troisième arrive bientôt, c'est ça? Dans l'année. Et vous avez également traduit le Médée de Sénèque chez Folio. Oui, donc ce qui est intéressant avec Médée, c'est qu'on retrouve exactement le paradoxe qu'on a évoqué pour les monstres mythologiques. Elle n'est pas du tout monstrueuse physiquement, elle est même plutôt séduisante, quoique un peu inquiétante. Mais donc Médée, c'est la sorcière infanticide, donc qui a tué, lorsqu'elle s'est séparée de son mari Jason, le divorce, enfin la séparation s'est très mal passée, et elle a assassiné leurs 2 enfants pour se venger de son mari qui l'abandonnait. Et donc, dans le monde antique, Médée, ça représente vraiment le monstre absolu, la mère qui tue ses enfants, alors que pour un homme de l'Antiquité, la femme est essentiellement faite pour être mère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, Médée apparaît quand même comme un agent de la justice divine, parce que Jason, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé l'expédition des Argonautes et le premier voyage en haute mer. Il est le premier à avoir construit un navire capable de voyager au long cours, et ça, c'était considéré comme une transgression qui donnait aux hommes accès à l'élément marin qui, théoriquement, aurait dû leur rester interdit. Et en plus, les Argonautes sont allés en Colchide, c'est-à-dire au pays des barbares, au fin fond de la mer Noire. Donc Médée est explicitement présenté dans la pièce de Sénèque comme un agent de la justice divine qui va punir Jason pour la transgression qu'il a accomplie. Donc elle est complètement écartelée dans le paradoxe qu'on a souligné pour le monstre. Elle est hors de l'ordre du monde et elle est dans l'ordre du monde. Que nous dit Médée de nos pulsions les plus monstrueuses? Oula, j'espère pas grand-chose en tout cas en ce qui me concerne. Mais bon, si on peut parler un peu plus longuement du personnage, elle est vraiment intéressante parce que c'est une femme savante. Elle est sorcière, elle est magicienne, elle maîtrise les forces occultes de la nature. C'est aussi une femme qui assume sa sexualité parce que lorsque Jason la quitte, elle dit tout simplement « je te veux dans mon lit et je souffre que tu sois plus dans mon lit ». Et ça, aux yeux des anciens, c'était quelque chose d'absolument scandaleux. Elle est monstrueuse et en même temps, elle a une dimension ultra féministe en ce qu'elle revendique d'être autre chose qu'une mère, mais aussi un cerveau qui pense, une femme de pouvoir et une femme qui revendique son accès à la sexualité de plaisir. Qui veut ajouter un mot? Alors, Guillemette Odissino, dans le cinéma d'horreur, d'épouvante, le monstre révèle bien souvent nos pulsions sexuelles et mortifères, ou encore le monstre comme humanité incapable de maîtriser son animalité. Oui, absolument. Je pense qu'on va revenir au poil, là. Exactement. Nous revenons au poil. Parce qu'effectivement, vous allez le voir, une scène de métamorphose. Horrible. La première du genre à avoir été aussi frappante, et qui reste aussi frappante, où effectivement, le poil venant, l'animalité gagne. Alors, je vous propose de regarder un extrait du Loup-garou de Londres, de John Landis, en 1981, Âme sensible. Un grand moment de poésie. J'aime beaucoup la petite musique. Guillemette Odissino. J'aime beaucoup le petit slow qui accompagne tout ça. Bon oui là c'est clairement la bête qui prend le dessus. Alors là il y a cette interprétation là, qui est un peu insolente. Hein. John Landis est quand même un petit rigolo, donc il se sert aussi dans le film de cette image. C'est un réalisateur de comédie, un fauteuil pour deux notamment. Voilà, et dans les années 80, les jeunes réalisateurs reprennent des figures des réalisateurs de série B qu'ils aimaient des années 30, 40 pour en faire des choses souvent un peu plus insolentes. Et après, le loup-garou, c'est les deux tendances, comme d'habitude. Il y en a qui subissent. Bon, lui, pour le moment, il n'a pas l'air de trop s'amuser avec sa métamorphose. Et il y a, dans certains films, des loups-garous
plus heureux d'en être, comme par exemple Jack Nicholson dans Wolf, puisque ça en fait une créature dominante, un chasseur. Il faut dire que sa proie, c'est Michel Pfeiffer, ça aide. Mais donc il y a toujours les deux revers de la médaille dans le loup-garou. Content d'avoir des poils ou pas. Martial Guédron, je cite votre ouvrage « Monstres, merveilles et créatures fantastiques ». Le loup-garou se métamorphose les nuits de pleine lune et dévore ses proies avant de reprendre forme humaine aux premières lueurs de l'aube. Sa transformation préserve son intelligence tout en exacerbant ses sens. Agressif et cruel, seule une balle en argent bénite dans une chapelle de Saint-Hubert peut l'anéantir. Oui, enfin, j'ai pas essayé non plus, mais ce qui m'a frappé dans cet extrait, c'est aussi les 3 étapes de l'attitude. C'est-à-dire qu'il commence, il est assis dans un fauteuil, ensuite il est en position verticale et il termine à 4 pattes. Et là, on a justement, rien que dans ces trois attitudes, le passage vers l'animalité. Et j'ajoute encore que le loup-garou connaît une iconographie bien antérieure au cinéma, même si le cinéma l'a considérablement enrichi. Je pense à une gravure de Hans Baldung Green, une gravure sur bois, où on voit exactement de la même manière un homme à 4 pattes. Alors, la métamorphose est moins spectaculaire, puisqu'on n'a qu'une image, pas une image séquentielle, mais derrière, une femme qui hurle parce que, à 4 pattes, cet homme, ce lycanthrope, a emporté un bébé dans sa mâchoire. Pierre-Yves Le Pogam. Juste pour dire, moi ce qui me frappe en voyant cet extrait, c'est quand même le côté comique, parce que très franchement, non seulement la musique, le petit Mickey, mais et cette phrase extraordinaire qu'il dit, et puis enfin, plus généralement, c'est cette atmosphère de salon bourgeois, médiocre, enfin on va s'amuser, enfin, parce que sinon, et ça me fait beaucoup penser à cette série, vous la connaissez, L'Hôpital et ses fantômes, et qui a un peu cet esprit-là, encore plus drôle, mais qui va vers ce côté vraiment détonnant dans un milieu très réaliste. Alors, poursuivons cette exploration de quelques créatures monstrueuses à travers les âges. Il y a une 50aine d'années est apparue au cinéma la figure du zombie, le mort-vivant, porteur, Guillemette Odissino, d'un fort message politique. Dans les années 70, le zombie symbolise une forme de pourrissement de la société de consommation. Oui, absolument. Évidemment, La Nuit des Morts Vivants, Romero, un grand classique, mais c'était vraiment une pierre, un gros caillou dans le jardin de la surconsommation américaine. Il n'y a qu'à les regarder, ils marchent au ralenti, ils se précipitent au ralenti vers quoi? Des supermarchés. Ils pillent des supermarchés. Et en plus, ça aide aussi les bons citoyens encore à peu près vivants de chair fraîche à piller aussi des supermarchés. C'est vraiment une caricature de la société de consommation à son maximum, c'est-à-dire à son pourrissement, où même les consommateurs sont en date de péremption. Il existait des morts vivants, des zombies au Moyen-Âge, Pierre-Yves Le Pogam? C'est un thème qui existe déjà mais qui n'est pas très fréquent, qui est lié à celui du vampire. Il y a beaucoup de témoignages écrits, ça existe, il y a peu de représentations, on ne le représente pas beaucoup. Martial Guédron. Oui, pareil, il y a des écrits, il y a des enquêtes qui sont faites après, même en plein XVIIIe siècle, sur les revenants, sur les gens qui quittent leur cercueil. Après, au XIXe siècle, il y a la peur d'être enterré vivant qui se manifeste de façon très aiguë, mais pour l'iconographie, c'est beaucoup moins riche qu'au cinéma. Alors j'aimerais que nos étudiants en master didactique de l'image à l'université Paris 3 viennent sur scène. Jérémy Panier et Camille Lepetit qui viennent nous parler de quelques zombies au cinéma et dans les séries télé contemporaines. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors depuis l'année 2010 et l'énorme succès de la série The Walking Dead, on a remarqué que le zombie avait envahi le petit écran, et pas seulement qu'aux États-Unis et même dans d'autres pays, et de façon différente. On voit qu'il n'y a pas qu'une seule figure. Alors la première figure, c'est bien The Walking Dead, qui est classique avec son vampire anthropophage et déambulant lentement, et qui est héritier du cinéma de George Romero. Donc effectivement, dans le cinéma de Romero, le zombie peut être interprété comme la figure même de l'aliénation. Ce sont les damnés de la terre qui sont à la fois oppresseurs et oppressés. Et d'ailleurs, dans La Nuit des Morts Vivants, donc, que vous avez déjà évoqué, c'est la masse de zombies qui s'insurge.
Et chez Romero aussi, ce sont plus les humains qu'il faut redouter parce qu'eux aussi pillent les supermarchés. Et donc ce sont eux les vrais prédateurs. La figure du zombie permet donc de s'interroger sur la masse et la société de consommation. Et la figure dégoûtante, donc pourrissante, comme vous l'avez dit, du zombie peut d'ailleurs représenter un état extrême de la figure humaine. Alors dans un autre style, il y a la série britannique In the Flesh, où les zombies, grâce à un remède, leur cerveau refonctionne. Et alors du coup, ils sont dans un état intermédiaire entre la vie et la mort, et ils doivent se réinsérer socialement. Donc on voit un peu la patte du cinéma anglais. Et bien sûr, il y a avec la photo l'autre drame psychologique, c'est la série Les Revenants, qui nous présente des personnages revenus de la mort pour comprendre la raison de leur disparition. Et qui nous ressemble beaucoup. Et qui nous ressemble beaucoup. On voit d'ailleurs, même dans le style visuel, qu'il peut y avoir plusieurs choses. Alors on voit qu'il y a un côté social et sociétal chez les anglo-saxons, et plus spirituel et métaphysique chez les Français. Mais il y a un point commun, c'est que le retour de ces morts, il soumet les vivants à la difficulté, voire à l'impossibilité de faire leur deuil. Et en tout cas, en revenant, les morts viennent perturber le cycle de la vie et donc le monde des vivants. En fait, le zombie ne cesse jamais, de façon paradoxale, de rappeler au spectateur que l'homme est mortel. Ainsi, donc, il serait porteur de la même signification que la vanité en peinture. Il est une projection ironique de la célèbre sentence Memento Mori, alors même qu'il bénéficie d'une temporalité qui n'est pas celle des mortels. Donc notre question, c'était de savoir pourquoi la figure du zombie est devenue si populaire. Et donc est-ce que parce qu'il revient à la vie pour nous confronter à la mort que nous n'arrivons plus à affronter dans notre société moderne? Et du coup, est-ce qu'il remet en cause notre définition de l'humanité, enfin de l'homme? Merci beaucoup Jérémy Panier et Camille Le Petit, et plus généralement merci aux étudiants de Paris 3 qui ont travaillé vite et bien. Guillemette Odissino. Oui, justement, j'aimerais bien répondre à votre question. Pourquoi les zombies reviennent? Enfin, je leur ai pas demandé, mais je pense qu'il y a de nouvelles peurs que les zombies en fait incarnent, si je peux me permettre, incarnent à leur manière un peu putride de nouvelles peurs contemporaines, des peurs de toxicité, à nouveau la peur nucléaire et la peur du virus. Il y a des zombies que vous n'avez pas cités qui sont tirés d'une trilogie de romans pour jeunes adolescents, c'est Le Labyrinthe. Et effectivement, les zombies qui sont dans le labyrinthe, alors ils ont deux différences. C'est d'abord, eux, ils courent. On est dans le monde moderne, il faut aller vite maintenant, donc ils vont plus à 2 à l'heure, ils courent, donc il faut se grouiller. D'ailleurs, dans Warzone, qu'on a vu tout à l'heure avec Brad Pitt, là aussi ils courent, puis sacrément vite en plus. C'est les zombies modernes. Mais en tout cas, dans le labyrinthe, s'ils sont devenus comme ça, c'est à cause d'un virus évidemment qu'on n'identifie pas trop. Mais je pense que que les peurs modernes vont nous amener de nouveaux zombies de plus en plus intéressant. Guillemette Odissino, à quoi ressemble le monstre dans le cinéma contemporain? L'un des derniers monstres qui m'a le plus marqué au cinéma, c'est celui de The Host, réalisé en 2006 par le coréen Bong Joon-ho, et qu'affectionne notre chargée de production Valentine Gay également, The Host. Là, on revient à je pense, je parle sous contrôle, mais je trouve qu'on revient à une figure quasiment antique. On revient à un mélange de dragons ou de monstres du Loch Ness, ou cette chose gluante, alors là en grand format, mais cette chose gluante qui s'insinue, alors là elle ne s'insinue pas dans un corps, elle s'insinue dans une ville, elle s'insinue dans une société, mais je trouve que là il convoque une vieille figure pour en faire quelque chose de très neuf, parce que de très urbain. C'est plus du tout la gorgone face aux chevaliers casqués, c'est la gorgone face aux immeubles, face aux voitures, mais il y a beaucoup d'insolence là-dedans aussi. C'est presque le monstre maritime, c'est Poséidon qui envoie une punition sur une société corrompue, quoi. Blandine Le Calais. Alors, la mer était considérée dans l'Antiquité comme un réservoir de monstres, et les scientifiques expliquaient ça en disant que la mer est un milieu mouvant au sein duquel les germes peuvent s'entrechoquer et s'agréger. Et donc on considérait vraiment que l'élément marin était plus que tout autre susceptible de produire des monstres.
Alors, il est déjà temps de conclure. Avant de voir le film que vous allez nous présenter tout à l'heure, Guillemette Odissino, à 20h30, vous pouvez rester d'ailleurs. Si joli monstre. Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. Eh bien, un mot de conclusion. Vous avez carte blanche pour conclure les uns les autres. Allez, Pierre-Yves Le Pogam. C'est difficile de conclure sur le monstre parce que par essence il nous échappe, mais juste peut-être pour dire que puisque cette séance s'inscrit dans la programmation de la petite galerie dont le titre est Les mythes fondateurs, en quoi le monstre est fondateur? Il est peut-être fondateur parce que sans monstre, il y aurait guère de héros. Et donc voilà, merci aux monstres d'exister pour nous permettre, non pas d'être des héros, mais enfin au moins de nous projeter dans l'avenir. Blondine Le Calais. Moi, c'est pour dire qu'on n'a pas parlé de la sexualité des monstres, finalement. Allez-y, c'est votre conclusion. C'est votre conclusion. Non, on n'a plus le temps maintenant, mais ça sera peut-être l'occasion de faire une autre prochaine séance. Oui. Voilà. Martial Guédron. Oui, je dirais la même chose, c'est-à-dire qu'il y a sans doute une partition très intéressante entre le monstre féminin et le monstre masculin, et tout en sachant qu'il existe aussi des monstres hermaphrodites et que le diable est capable de prendre tous les sexes, mais là il y aurait quelque chose de très intéressant à explorer. Guillemette Odissino. Je pense que dans notre société qui est de plus en plus... de plus en plus polluée, etc., mais de plus en plus moralisante, de plus en plus hygiéniste, de plus en plus normative, je pense qu'on a bien besoin de quelques monstres pour nous faire peur, nous réveiller ou éventuellement nous exciter. Merci à tous d'être venus. Je remercie Martial Guédron, historien à l'Université de Strasbourg. Je signale vraiment la lecture de Monstres, Merveilles et Créatures fantastiques publiée chez Azan, c'est sous votre direction et c'est absolument passionnant. Merci beaucoup Blandine Le Calais d'être venue. Je signale la lecture de Médée en BD avec Nancy Peña et puis votre traduction chez Folio du Médée de Sénèque. Merci beaucoup Pierre-Yves Le Pogam d'être venu. Vous êtes conservateur en chef au musée du Louvre et merci Guillemette Odissino, journaliste à Télérama et à France Inter. Je remercie Dominique de Fonréau, Stéphane Malfette, le directeur de l'auditorium, notre chargé de production, la formidable Valentine Gay, qui a pu rendre possible cette conférence, les techniciens de l'auditorium qui font un travail absolument formidable. Et merci Anne-Sophie Vergne qui a fait venir nos étudiants de Paris 3. Je vous remercie infiniment d'être venus aussi nombreux dans le froid et je vous dis à très vite au mois prochain pour un nouveau mercredi de la Petite Galerie. Merci à tous.